recrutés à l'INRAP par le projet CEPAREF. Et à côté de ça, il y a les producteurs de semences. Mais je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui va me prouver le contraire. Avant CEPAREF, il y avait ceux-là qui produisaient les semences. Est-ce qu'il y a ceux qui produisaient les semences avant 2024? Voilà. C'est pourquoi ici nous avons parlé des initiatives de production locale de semences. Ces initiatives, dans l'ambition du projet, c'est d'avoir des gens qui vont continuer à multiplier les semences, de faire les semences leur propre business. Et c'est là qu'on va appeler les producteurs de semences, ou bien ceux-là qui vont avoir des ambitions de se former comme des entreprises sémencières ou des compagnies sémencières, pourquoi pas. Ce sont là qui regroupent les producteurs de semences. Et ensuite, il y a les distributeurs d'intrants. Ça, ce sont ces gens-là qui ont des boutiques où ils installent des semences, des engrais, des produits phytosanitaires, et ainsi de suite. Mais, à côté de ça, il y a ces maillons très importants dont on a parlé, les agriculteurs, les transformateurs et les commerçants de produits agricoles, que vous pouvez trouver facilement dans le marché. Ça va? Ça nécessite aussi une traduction? C'est ça. On peut passer? D'accord? Alors, quels sont les défis institutionnels que nous connaissons? Ça, nous le disons spécifiquement et superficiellement en rapport avec les acteurs que nous venons de citer en haut. Il y a d'abord faible coordination. D'ailleurs, sans pour autant être diplomatique, moi j'aurais dit qu'il y a absence de la coordination de la filière sémencière. Parce que tout simplement, il n'y a pas une institution qui coordonne les activités du secteur sémencier. Bien sûr, ça devait être l'INRAP parce qu'il a le mandat de la certification, mais qui est absent sur le terrain. Mais aussi, nous n'avons pas de réglementation. Ça va? À moins que je ne sois pas informé. Est-ce qu'il y a une réglementation sémencière pour les pays? D'accord. Bonjour. Bienvenue. Avançons. Les limites institutionnelles de l'INRAP, comme on venait de le dire. Et l'INRAP a normalement un déficit en termes... Bon, moi je ne veux pas parler de finance parce que c'est pourquoi j'ai mis ça entre parenthèses. La finance vient toujours après, mais il faut d'abord avoir la ressource humaine. Et comme vous allez le constater, peut-être que je me trompe, c'est vous qui allez me le dire, l'INRAP n'a pas d'améliorateur. L'INRAP n'a pas de sélectionneur. L'INRAP n'a pas de personnel capable de faire la maintenance variétale. Comme nous venions de le dire, la maintenance variétale, c'est celle-là qui nous permet d'avoir les semences de catégorie supérieure. Et parlant de semences de catégorie supérieure, nous voyons les semences de pré-base et les semences de base. Et quand on n'a pas tout ça, c'est-à-dire les restes de maillons sont quasi inexistants. D'accord? Il y a l'INRAP ici? Oui. Ils sont où? À côté du toit. Ça va, madame? J'ai dit la vérité ou il y a des améliorateurs? D'accord, merci. On avance. Alors, par rapport au fonctionnement des CRDE, les CRDE agissent comme le relais local pour la vulgarisation. C'est votre rôle, n'est-ce pas, les CRDE? Et c'est vous qui deviez normalement encadrer les agriculteurs, vous les former dans les différentes techniques, leur disponibiliser des fiches techniques pour les cultures. Mais néanmoins, pour avoir ces fiches techniques des différentes cultures ou les différentes innovations, vous devriez les avoir auprès de la recherche. Tant que la recherche n'aura pas disponibilisé tout ce matériel, c'est que le reste, ça ne sera pas possible.
Mais le CRDE aussi, d'ailleurs, dans d'autres îles là-bas, on nous disait que non, il y a un 6 millions qui est assis quelque part pour le CRDE et qui n'arrive pas à recevoir. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui, ça c'est vrai. Mais s'il y en a, on ne va pas vous demander de nous donner. Hein. Dites la vérité, s'il y en a ou s'il n'y a pas. Les CRDE, ils sont où? Ils sont là. Ils se cachent. Et celui-ci qui se cache, il a toujours l'argent, n'est-ce pas? Les 6 millions, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ça se trouve où? Sur le papier. Hein? Voilà, donc on a dit que les CRDE souffrent d'un manque de moyens financiers et même technique qui est un peu insuffisant. Et donc, il faut le renforcement des capacités de techniciens pour qu'ils soient capables de prendre ce bagage pour aller vers les producteurs agricoles. Ça va? C'est là ce que nous venions de dire, un besoin urgent de renforcement pour restructurer et renforcer la capacité technique et institutionnelle de l'INRAP et des CRDE. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais néanmoins, à ce niveau, permettez-moi de le dire tout haut, plusieurs institutions du ministère de l'Agriculture méritent une certaine restructuration pour rendre au moins certains départements plus autonomes. Parce que, si je prends le cas simple de l'INRAP, au niveau de l'INRAP, tout dépend d'une seule personne. Je dis bien tout, bien qu'il y a des départements. Mais tous ces gens-là ne peuvent rien faire si la seule personne n'a pas donné son feu vert. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ça va? On avance? Ça sauté? Ok. Bon, là c'est juste pour insister en rapport avec l'importance des agriculteurs. D'ailleurs, moi je les respecte trop parce que à leur absence, nous ne mangeons pas. C'est-à-dire, nous leur devons un grand respect parce que c'est eux qui nous nourrissent. C'est eux qui détiennent notre vie. C'est pourquoi dans certains pays, par exemple, je prends l'exemple de la Corée du Nord. Là-bas, ils ont instauré un système et ils ont un adage qui dit une semence de mauvaise qualité ou bien une semence qui entre officieusement dans le pays, cela est plus qu'une bombe introduite au pays. C'est-à-dire, pour eux, quand tu viens avec une semence qui n'est pas certifiée ou une semence qui veut entrer frauduleusement, tu risques même la mort. Parce qu'on va te prendre comme un rebelle. Et ça, moi, je leur donne raison parce qu'il suffit tout simplement que quelqu'un soit contre vous, il vous amène une semence de mauvaise qualité. D'ailleurs, je pense que vous en avez l'expérience. Quand vous utilisez une semence de mauvaise qualité, et la plupart des fois, les agriculteurs savent la qualité des semences, c'est lorsqu'ils ont semé. Bon, bien sûr, il y a ceux-là, avant de semer, ils essaient de passer dessus, trier un tout petit peu, et les restes amenés au champ. Quand ils amènent au champ et que ça ne pousse pas, ils vont dire, j'ai utilisé une semence de mauvaise qualité. Et imaginez-vous toute l'énergie utilisée pour aller jusqu'au semis et que la culture n'arrive pas à sortir du sol. Qu'est-ce que vous allez dire? Là, vous dites normalement qu'il n'y aura pas de la production, n'est-ce pas? Et quand il n'y a pas de production, c'est la faim. Et la faim tue plus qu'un couteau, parce que pour la faim, nous avons besoin de manger à tout moment, n'est-ce pas? Et quand on n'en a pas, c'est d'ailleurs la force qui diminue. C'est là que d'ailleurs nous engageons trop de discussions avec les médecins. Il y a des médecins ici. Pire encore, les avocats. On dit, mais c'est nous qui avons de la valeur parce que si nous n'existons pas, vous n'allez pas exister. Les médecins, eux, acceptent et disent, oui, nous acceptons parce que la plupart des médicaments proviennent de l'agriculture. Mais les avocats, eux, n'acceptent pas, ils disent, c'est nous qui sommes là. Il y a des avocats ici? Ah, tant mieux. Tant mieux. Donc ça, ce sont des gens qu'il faut respecter, hein, les producteurs agricoles. Au Cameroun, on les appelle les seigneurs de la terre. Alors, voyons un peu comment
les cultures sont exploitées au niveau des Comores. Ça, c'est d'une façon générale. Il y a plusieurs agriculteurs qui utilisent le manioc et la banane. En tout cas, quand on passe même à la route, on voit dans presque tous les champs, il y a le bananier et le manioc. En tout cas, on le voit partout. C'est-à-dire, ce sont les cultures majoritairement exploitées. Et suivant, ce sont les patates douces, le maïs, pois d'Angola. Je ne vais pas m'atteler sur ce cas général, mais on va aller... Ah, sorry. Je ne sais pas si ça se voit là-bas. Vous le voyez très bien ici? Pour les cas de Moélie. C'est là que vous allez nous dire, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ici, c'est la banane qui est la plus produite. Suivi de manioc. Et puis le maïs. Non, avant le maïs, il y a le pois d'Angola. C'est bon? Il y a le maïs, il y a la patate douce, il y a les tarots, il y a aussi le riz qui est là. Un tout petit peu, et ça j'ai vu seulement dans la zone de Mouledjele là-bas. Comment on appelle cet endroit-là? Hein? Brombroni, voilà. Mais les haricots ici, non, on ne produit pas. C'est bon? D'accord. Est-ce que ce qui est là reflète la réalité de la zone de Moélie? Oui. C'est bon? D'accord. Bon, je ne veux pas vous déranger avec ce qui est à la Grande Comore et en jouant. Mais néanmoins, on peut comparer. En comparant les trois graphiques là, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous constatez par rapport au dynamisme agricole? Oui, Moélie produit plus de bananes, c'est sûr. En juin aussi, on produit beaucoup. Mais je parle pratiquement du dynamisme agricole. On voit qu'en juin, il y a plus de dynamisme. En juin, il y a plus de dynamisme agricole. Mais pour ça, suivi au fait de Moélie, mais c'est à la Grande Comore où il y a une certaine faiblesse. Il y a une certaine faiblesse dans les activités agricoles. D'ailleurs, lorsqu'on faisait les études par rapport à ces rapports ici, on a trouvé que c'est à la Grande Comore où on importe beaucoup de produits agricoles pour la consommation. Mais aussi, ils bénéficient des produits qui viennent des autres îles. Principalement Moélie et Andoua. Il y a des nourritures qui viennent pour combler le vide de la Grande Comore. C'est-à-dire, ceux-là, ils constituent un marché pour vous. Hein. Voilà. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, moi je me dis, normalement c'est ici où nous verrons dans les slides qui suivent que c'est à la Grande Comore où il y a quand même des gens qui ont des grands étendues de terre comparativement aux autres îles. Mais néanmoins, ils peuvent avoir des grandes étendues de terre, mais il y a des parties aussi qui peut-être constituaient des cailloux, des terres, des sortes de roches volcaniques, ou soit des pozzolas qui ne sont pas aussi fertiles, ou avec un taux de porosité très élevé, qui n'arrivent pas à retenir l'eau au bénéfice des cultures. Et donc il y a un fort lessivage au niveau de plusieurs terres, au niveau de la Grande Comore. Tandis que pour les cas de Anjouan, là c'est encore, il y a une forte pression foncière et ils n'ont pas assez de terres, mais aussi ils sont dans des zones un peu plus accidentées. Et c'est en Moélie où on a quand même le potentiel. Et si on arrive à organiser en fait l'agriculture au niveau de Moélie, ça va constituer le bassin agricole du pays. Et donc c'est Moélie qui devrait normalement fournir toutes les autres îles en nourriture. Et je suis sûr que vous êtes là, vous êtes les pionniers de l'agriculture au Comore. On avance. J'ai un petit mot
Reviens sur les slides. Bon, c'est pas ce qui est écrit de terrain, c'est des enquêtes. Ouais. Pour le cas de Moïse, ça, il y en a rien à dire. Pour le cas positif, il n'y a rien à dire. Parce que, à mon avis, sur le terrain, il y a la réalité. Théorie, il y a la réalité. Mais le cas d'Antoine, je n'arrive pas vraiment à penser. Parce que si je fais faire la comparaison, j'allais commencer par mon élit, puis la grande Comore, un dernier mot, c'est le cas d'Antoine. Parce que l'île d'Antoine, jusqu'à présent, dépendent de Moïse en grande quantité. Sans Moïse, l'île d'Antoine ne peut pas exister. Même la grande Comore, mais ce n'est pas comme Antoine. Donc avec cette comparaison, je n'arrive pas vraiment à Non, nous parlons du dynamisme, les soucis de faire. C'est-à-dire, ils n'ont pas de terre, mais ils ont souci de faire. Et vous passez, vous voyez quand même, il y a des gens qui veulent se mettre au travail, mais ils n'ont pas de terre. Et c'est là ce qui affecte même la production. C'est pourquoi ils ont besoin de recourir un peu partout pour avoir en fait le supplément. Mais ce n'est pas vous à dire que c'est eux qui produisent beaucoup. D'accord? Mais ça, c'est en termes de dynamisme agricole. Parce que vous voyez, par exemple, c'est presque toutes les cultures qui sont exploitées en juin. D'accord? Mais quand vous arrivez ici, même s'il n'y a pas, par exemple, si vous voyez au niveau des haricots, est-ce que c'est comparé avec en juin? Voilà. Et puis bon, pour les restes, et quand on voit la densité de la population, disons la population qui est impliquée dans l'agriculture et la disponibilité des terres. Parce que à la Grande Comore, bien sûr, avec les cas que nous venons de dire par rapport aux terres volcaniques, et ainsi de suite, mais quand même il y a de grands espaces qui ne sont pas exploités. Là où on devait faire l'agriculture, mais qui ne sont pas exploités. Et ça reste des forêts, et on voit des gens se concentrer sur des petites portions de terre qu'ils cultivent de saison à saison. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors voyons un peu de pratiques agricoles et tout ce qu'on a constaté pendant cette étude et avec des données collectées sur le terrain. Bien sûr, par le biais des enquêteurs et des focus group qu'on a eu ensemble, nous avons constaté qu'il y a une diversité de cultures au niveau du pays. Une diversité de variétés, parce qu'il y a beaucoup de variétés de manioc, beaucoup de variétés de bananes, beaucoup de variétés de pois d'Angole, mais tout ça, ce n'est pas documenté. Vous pouvez venir à la recherche, peut-être que madame peut nous donner cette information. Est-ce qu'il y a des documents où on peut trouver toutes ces variétés avec leur description ou des fiches techniques? Non. Et donc ça, c'est une lacune que nous avons dans le système. Or, sans ces informations-là, c'est impossible de faire la maintenance de ces variétés. C'est impossible de faire de la conservation de ces semences. Et c'est pourquoi ici on a dit que la recherche génétique locale n'est pas suffisamment documentée et c'est là qui limite la valorisation scientifique dans le cadre de la recherche agronomique. Mais comment est-ce que vous choisissez les variétés? Si on parle de moelleux, comment est-ce que vous arrivez à choisir les variétés? Bien que ce n'est pas documenté, mais qu'est-ce que vous voudriez produire? Ou qu'est-ce que vous voudriez utiliser en termes de variété? Par exemple, pour le manioc. Quel type de manioc voudriez-vous utiliser? Et c'est ça ce que nous disons ici, les critères que vous nous avez dit que les ménages sélectionnent selon les rendements. Et les rendements, on comprend, n'est-ce pas? Selon le rendement, la résistance aux maladies, l'adaptation climatique
et la durée de conservation post-récolte. En tout cas, ça, d'ailleurs, nombreux ont insisté sur la conservation que après la récolte, il faudrait que ces produits soient bien conservés plus longtemps. Parce qu'il y a un problème d'infrastructure ou d'entreposage et même la situation climatique ne permet pas une bonne conservation des produits agricoles, des produits vivriers. C'est qu'il faudra au moins de variétés dont leur conservabilité serait plus flexible par rapport à la zone d'exploitation et pour bien durer dans le stock. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous récoltez le manioc aujourd'hui, il vous faudra combien de temps pour que ce manioc reste encore à bon état? Ça va? Est-ce que ça va? Alors, par rapport aux pratiques agricoles, ça reste encore au niveau traditionnel où on fait toujours des associations de cultures et parfois même des associations qui ne sont pas appropriées. Mais néanmoins, il y a quand même certaines cultures qui restent encore en monoculture. Par exemple, le bananier, il y a aussi le manioc. On trouve souvent des agriculteurs qui peuvent semer le maïs seul sans mettre quelque chose dedans, ou soit le manioc. Et vous pouvez semer seul sans mettre autre chose dedans. Il y a aussi la banane. Même chose. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de certaines cultures comme le pois d'Angole, il y a certains pieds de manioc dedans. Mais en fait, il y a certaines zones quand même où on essaie de retenir la monoculture. Mais ce n'est pas à dire que la sorte de culture est mauvaise. Par contre, ça favorise au fait une symbiose entre les cultures. Quand par exemple vous semez le maïs avec le pois d'Angole, ça c'est bénéfique. Parce que le pois d'Angole, c'est une légumineuse qui favorise la fertilité du sol. Et le maïs qui est là, il en profite. Mais ça dépend de quel stade vous avez semé pour que le maïs bénéficie de l'enrichissement du sol par le pois d'Angole. Ça va? Et la gestation des maladies, est-ce que pas Par rapport aux maladies, les maladies qui affectent le maïs ne sont pas les mêmes que celles qui attaquent le pois d'Angole. Mais aussi à un certain stade, quand le pois d'Angole va prendre de l'ampleur, vous n'aurez plus l'occasion de mettre les cultures dedans parce que ça va couvrir totalement. Mais bon, avec les nouvelles variétés que nous apportons, ce sont des variétés précoces, les variétés de 3 mois à 4 mois, mais qui n'arrivent pas à couvrir le sol totalement, mais néanmoins. Et ça, c'est à un certain stade. Mais quand ça se développe jusqu'à un niveau où il faut déjà la fructification, ça couvre pratiquement le sol. Tu avais dit? Le pois d'Angole compare souvent les soucis. Ah, ok. La breuvage. Ça va? Bien. Ici, nous voyons maintenant la répartition des terres au niveau du pays. Spécifiquement pour les cas de Moyeni. Je pense que tout le monde est capable de voir ici. La plupart des agriculteurs, les disponibilités de terres se trouvent dans la tranche de 0,5 à 1 hectare. Donc 53,3%. C'est-à-dire la majorité des agriculteurs peuvent avoir entre 0,5 à 1 hectare. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi ce silence? Ok. En fait, il y aurait souvent amazi résultat par rapport na kitu yafanywa ondofanya watanaka yamba walimaji wengi wakomo wamwali babo wakaranga mazamba yao walima wanayo wana 0,5 au 1 hectare. Donc à la base 1 hectare hiyo metera 100 suppose hizo 100 ubile na 100 kuvana. Donc wao ndio wanafanya amba 1 hectare, 10 mètres carrés.
au 0,5 sabini nusu sabini na mita 50 za ubile shamba la mtu na mita 50 za ubile wengi Ça va? Pour compléter, ce n'est pas à dire que c'est toute l'étendue qui est exploitée. Ça, c'est la disponibilité des terres. C'est ce qui est disponible, mais pas ce qui est exploité. D'accord? Allez-y. On dit ça, je vais dire la norme. 0,50 à 1 hectare, seulement à 1 hectare, intervalle 0,50 à 1 hectare, et ça nous apprend, wangu aniwandu warma mungolisan wala mujawara umman armajana mungolisan wala mujawara umman yani disponibilité harmo umkaru wa heteria 0,5 hectare ya ekadwanda intervalle ya mungolisan wala mujawara sono caso sur le terrain manqué il ne va pas dire Ramé Lugaya, il valide est-ce que d'après le moment, parce que nous avons un pourcentage, je sais pas, nous avons un Mali de 0,5 à 1 hectare. Est-ce que nous avons un nous permettre la mairie valide des familles. Tunapoifanya wakamaliza wana sasa wakimali wakauna zanga wakamala hono wakafanya kitu kumliole kukulijao wale mazana nao beri anijero les affaires de donc validé régionalement et après il y a le national quand vous avez la mesure petit à petit à est-ce que nous avons nous accompagner sur le terrain en tout cas ils ont on peut donner des informations, mais à million, on a choisi des personnes, des ressources qui peuvent donner des informations. Et ça se voit sur approximatif les résultats. Ce que je peux ajouter, ça c'est sûr qu'il n'y a pas un ménage en Moélie qui n'a pas une telle parcelle. Il n'y en a pas ça. Et les parcelles, bien sûr, les dimensions varient comme ça. Là, il y a une réalité. Parce que la plus grande pourcentage se situe au niveau des 0,5 à 1 hectare. Ouais. Ça signifie que tout le monde a une parcelle comme vous connaissez ça. Parce que avoir ça, ce n'est pas à dire qu'il est capable d'exploiter tout ça. Mais quand même, il a la disponibilité. Voilà. Et quand nous voyons ici, par exemple, pour les cas de la Grande Comore, vous voyez plus de 10 hectares. Il y a ceux-là qui peuvent avoir plus de 10 hectares. Donc 2,5% peuvent avoir plus de 10 hectares. Mais ces 10 hectares, vous verrez des étendues de ces 10 hectares qui sont couverts par des roches volcaniques ou bien des pozzolans, donc qui ne favorisent pas l'agriculture. C'est bon? Bien. Quelles sont les difficultés maintenant, les contraintes par rapport à l'accès à la terre? Et j'aime trop quand je vois cette photo ici. Je ne sais pas si vous constatez, vous voyez quelque chose sur la photo? C'est bien visible, non? Vous voyez ce morcellement qui est sur les champs. Et ça, c'est le cas qui se passe ici au Comores. Il y a le morcellement qui s'est fait au choix. On peut le faire comme on veut. Et ça, c'est un problème très majeur lorsqu'il s'agit d'un morcellement de terre non concerté. Vous voyez par exemple, sur ce champ ici, sur l'image, si celui-ci, vous voyez ici, ça c'est une portion de terre. Et ça aussi, ils se sont encadrés par
Les arbres. Les arbres constituent un peu des clôtures pour ces terres. Si celui-ci décide de faire l'agriculture et amener les tracteurs, ça va passer par où? Les airs. C'est-à-dire, on fait le morcellement juste comme on veut. Même pour accéder au champ, toi-même tu as besoin de passer d'abord par les champs de quelqu'un d'autre. Et peut-être que lui peut décider, je ne veux plus que tu passes par ici. Comme ça arrive. Ça arrive, hein? Et là, c'est tout un souci. S'il faut faire la mécanisation avec les terrains comme ça, c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas d'accès. Tu es obligé peut-être de solliciter pour venir jusqu'à ton champ ici. Quand tu vois l'autre ici, il y a l'autre qui est là. Et puis, le morcellement, c'est peut-être le mesure. Peut-être il y a celui qui jette une pierre comme ça, il dit, ok, là où la pierre va tomber, c'est là que tu vas. Et donc, il y a aussi un autre souci, nos terres ne sont pas sécurisées. Combien ont des documents parcellaires ici? C'est seulement qui est là-bas, c'est chez moi. C'est chez toi. Mais ici, maintenant, avec le système de crédit, là, ils sont obligés. Donc, si tu vas faire crédit,